Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Web TV indépendante Le Média. Nous sommes le 11 décembre 2019. Vous regardez le 5e épisode de Marche ou Grève, notre quotidienne reconductible consacrée au mouvement social en cours. Cette émission sera bien entendu largement consacrée aux annonces faites par Édouard Philippe ce matin, enfin aux environs de midi, qui répond en quelque sorte à la mobilisation générale qui a commencé le 5 décembre autour de la très contestée réforme des retraites décidée par l'exécutif Macron. Pour décortiquer ces annonces, ce qu'elles disent et ce qu'elles cachent, nous avons invité deux bons connaisseurs de notre système de retraite. Christophe Rameau, vous êtes économiste, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 1. Vous avez beaucoup travaillé sur l'économie du travail et l'état social et vous êtes membre des économistes atterrés. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Agathe, de l'autre côté, vous êtes porte-parole du collectif Nos Retraites, un collectif citoyen qui se donne pour mission de diffuser des informations, du décryptage et de la désintox sur ce fameux projet de réforme des retraites. Alors, nous prendrons à la fin de nos échanges des questions du public. Vous pouvez les envoyer en commentaire. S'il y en a, on va les diffuser, ces questions. Bon, s'il n'y en a pas, on ne le fera pas. C'est évident. On commence quand même par quelques petites infos. Alors, la tendance du jour, si on peut dire, c'est la grosse fatigue des policiers. Ce mercredi, selon l'Express, 800 d'entre eux ont décidé de ne pas se rendre au travail et d'aller plutôt consulter leur médecin traitant pour se faire délivrer soit un arrêt maladie, soit une prescription médicale face à ce qu'ils vivent comme une situation d'épuisement professionnel. Ce matin, la police est intervenue pour débloquer le dépôt de bus d'Aubervilliers que des enseignants bloquent désormais tous les jours en soutien aux grévistes de la RATP. Un enseignant a été violemment interpellé et il était toujours en garde à vue au moment où on bouclait cette émission. Et une dernière info qui est tombée quand nous travaillions, c'est Jean-Paul Delevoye, donc le haut-commissaire à la réforme des retraites, qui a annoncé qu'il allait rembourser l'argent qu'il avait reçu en tant que membre du conseil d'administration d'un institut lié aux assurances privées. Il a reçu environ 5 000 € par mois alors qu'il était déjà membre du gouvernement. Il va les rembourser parce qu'en fait, en les percevant, il a commis un acte illégal. Agathe. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre effectivement de cette actualité. Ça pose des questions évidemment sur les intentions du gouvernement et c'est des choses qu'on a pu montrer aussi avec le collectif Nos Retraites. Le fait qu'aujourd'hui le gouvernement ne garantisse pas des niveaux de retraite suffisants aux gens avec la réforme qui est aujourd'hui proposée va conduire inéluctablement les gens à faire appel à des produits financiers privés, de capitalisation privée, de retraite privée pour pouvoir s'assurer un bon taux de remplacement comme on dit dans le jargon des retraites. Alors Christophe, ça pose aussi la question de la probité du capitaine de cette réforme qui n'a pas respecté la loi et d'ailleurs qui n'a pas respecté la Constitution parce que son acte est contraire à la Constitution, le fait de maintenir ce conflit d'intérêts. Oui, on a ce conflit d'intérêts là qui vient de sortir ces derniers jours. Là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau la cerise sur un gâteau qui est déjà très très avarié. Faut savoir que les retraites pris globalement avec les complémentaires, c'est un gâteau de 320 milliards. Et bien entendu, les assureurs privés, les fonds de pension, ce qu'ils ambitionnent, c'est bien entendu ce qui vient d'être évoqué par Agathe, c'est une baisse des pensions publiques. C'est fondamentalement ça, l'enjeu dont on va parler pendant toute la soirée, c'est la baisse des pensions publiques de façon à ouvrir à ceux qui en ont les moyens un marché à la capitalisation. En tout cas, on va en parler beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va visionner un certain nombre de magnétos qui vont nous permettre d'articuler nos analyses, d'être plus méthodiques pour vraiment décortiquer progressivement, méthodiquement la prise de parole d'Édouard Philippe ce matin. On va commencer par un extrait du discours d'Édouard Philippe où il justifie sa réforme par des contraintes démographiques. Il évoque un certain nombre de concepts, l'âge d'équilibre, le système de bonus-malus. En français facile, on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire, mais écoutons-le d'abord et on va revenir dessus. La responsabilité, c'est de tenir compte de données économiques et démographiques incontestables, comme tous nos voisins l'ont fait d'ailleurs. Et c'est un fait qu'il y avait 4 actifs pour financer un retraité en 1950, alors qu'il n'y en a plus qu'1,7 aujourd'hui. Pour garantir les pensions, pour financer un niveau élevé de solidarité, pour profiter
de la hausse de l'espérance de vie, sans augmenter les impôts. La seule solution, c'est de travailler un peu plus longtemps, et progressivement un peu plus longtemps. Nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. Le gouvernement compte donc reprendre la proposition du rapport du haut-commissaire, qui consiste à instaurer, au-dessus de l'âge légal, un âge d'équilibre avec un système de bonus-malus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce qui m'interpelle déjà, il parle de l'espérance de vie des Français qui augmente. Et il parle par exemple d'espérance de vie, mais en fait, l'espérance de vie en bonne santé, elle n'est pas si élevée que ça finalement. Et on se demande, est-ce que ces 42 années ou toute cette période qui permettra d'arriver à l'âge pour avoir la retraite à taux plein, est-ce que ces efforts pourront être couronnés de succès? Oui, on va revenir d'abord sur cette question d'espérance de vie en bonne santé. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment intéressant et qui ne transparaît pas du tout dans le discours du gouvernement sur cette question de retraite, alors que c'est bien de ça dont on parle. On parle de l'état dans lequel on se trouve quand on n'est plus en capacité de travailler, mais y compris l'état dans lequel on se trouve quand on travaille également. Et aujourd'hui, le gouvernement ne parle pas de cette espérance de vie en bonne santé qui stagne aujourd'hui à 63 ans. Et on voit aujourd'hui qu'il veut, ne serait-ce qu'en plaçant son âge d'équilibre, son âge pivot du système à 64 ans, il dépasse cet âge de 63 ans, qui est l'espérance de vie en bonne santé. Donc ça, c'est problématique. Sur ce qu'il vient de dire, je crois que là, avec cette phrase-là, on a le cœur du projet du gouvernement. Il nous dit il va falloir travailler plus longtemps parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas augmenter les impôts. C'est une manière de dire on ne va pas augmenter le financement qu'on alloue à nos retraites aujourd'hui. Et c'est là le cœur du projet du gouvernement. On en parlait à l'instant sur le marché juteux de la capitalisation. L'objectif, c'est de diminuer le niveau des pensions dans les richesses de notre pays. Aujourd'hui, on le sait, ils l'ont annoncé. Ils veulent plafonner à 14% du produit intérieur brut le montant du financement qu'on alloue à nos retraites. Et ça va conduire inexorablement à la baisse du niveau des retraites de tout le monde. En fait, on veut enchasser nos réalités sociales, les réalités sanitaires, même dans une contrainte économique, pour finalement aider ceux qui payent des impôts à en payer moins. En tout cas, ceux qui payent beaucoup d'impôts, ceux qui contribuent le plus, qui devraient contribuer le plus à payer moins d'impôts. Moi, je ne sais pas ce que Christophe en dira, mais je trouve que utiliser impôt dans cette phrase-là est complètement absurde, puisque les retraites ne sont pas financées par des impôts, elles sont financées par des cotisations sociales. Et l'enjeu, c'est justement de se poser la question de ce financement par la cotisation sociale. Or, c'est une question qui a été évacuée dès le début par le gouvernement. Il ne pourra pas y avoir de financement supplémentaire de nos retraites. Et très récemment, il l'a répété quand le Conseil d'orientation des retraites, le COR, a publié son rapport il y a 2 semaines sur une commande du Premier ministre. Il y avait, parmi les propositions du Conseil d'orientation des retraites, la possibilité d'augmenter légèrement les cotisations sociales pour pouvoir financer un déficit qui est par ailleurs discutable. Et là, le gouvernement l'a évacué. Justement, Christophe, ce déficit, certains analystes, comme Henri Sterdignac, qui est membre des économistes atterrés comme vous et qui est chroniqueur aux médias, il dit ce déficit, il est créé de toutes pièces. Qu'en réalité, il n'est pas si significatif que cela et que surtout, il se corrige. Tout à fait. Il y a un déficit qui est complètement artificiel, en fait, qui est dans les projections, dans le dernier rapport du corps qu'a commandé le gouvernement. En fait, ce déficit, il est imputable pour plus de la moitié. Donc il est évalué de 7 à 17 milliards officiellement, mais en fait il est imputable pour plus de la moitié au fait que le corps anticipe que demain on recrutera moins de fonctionnaires, qu'on va geler leur point d'indice jusqu'en 2022 et qu'ensuite le salaire des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires n'augmentera plus qu'en fonction de l'inflation, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun gain de pouvoir d'achat. Et donc résultat des courses, ça veut dire que l'assise des cotisations va se réduire et donc les cotisations versées par l'État pour les retraites vont se réduire et ça fait donc apparaître un déficit. Et donc le reste du déficit, il est notamment lié au fait que le gouvernement a décidé de désocialiser le paiement des heures supplémentaires et la prime de Noël. Mais pour revenir peut-être sur les enjeux démographiques, parce que ça me paraît très très important, il faut savoir que la bombe démographique qu'on nous agite sans cesse pour justifier cette réforme libérale, en fait cette bombe démographique, elle est aussi factice, largement. En 1970, nous avions 3 retraités pour 10 actifs. De nos jours, aujourd'hui, nous avons 6 retraités
pour 10 actifs, c'est-à-dire que le ratio de dépendance a doublé. Et pourtant, les retraités d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, eh bien, ils vivent bien mieux qu'en 1970. Il faut savoir qu'on a une image souvent enjolivée des Trente Glorieuses. En fait, en 1970, le taux de pauvreté, il y avait 2 fois plus de pauvres qu'aujourd'hui. En 1970, et on calcule la pauvreté en fonction du revenu médian, qui était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Hein, bon. Mais la plupart des pauvres, c'était des retraités. Hein. Au seuil de 50% du revenu médian, il y avait 28% de pauvres parmi les retraités en 1970, la fin des Trente Glorieuses. Grâce à notre merveilleux système par répartition, en cotisant dans la bonne humeur, on a réussi à réduire considérablement ce taux de pauvreté. Aujourd'hui, au seuil de 50%, on est à 4%. On est un des meilleurs pays au monde, on devrait en être très très fiers. Comment on a fait ? Eh bien, nous avons cotisé dans la bonne humeur. C'est-à-dire qu'on a décidé socialement de dire, ben voilà, sur une richesse qui augmente, eh bien, on va consacrer une plus grande part du gâteau aux retraités, puisqu'ils sont plus nombreux pour des raisons démographiques. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On consacrait 7% du PIB en 1970 pour les retraites. Aujourd'hui, on est à 14%. Et alors demain ? Demain, il va y avoir encore un petit choc démographique, beaucoup plus faible que celui que j'annonçais. Vous avez bien compris que ça a doublé depuis 1970. On estime qu'à l'horizon 2040, 2050, puis ensuite ça va se stabiliser. Il y aura à peu près entre 7 et 7,5%, donc 7,5 retraités, pour 10 actifs. Vous avez bien compris, on est passé de 3 à 6, on va passer à 7. Et donc il y a un moyen tout simple pour gérer ça. C'est de continuer à cotiser dans la bonne humeur. Hein. On estime qu'en augmentant les ressources, les cotisations de 0,2%, alors après on peut élargir l'assiette, etc. Mais enfin, par an, il n'y a absolument aucun problème pour financer les retraites. Bon, et donc, je reviens sur l'espérance de vie en bonne santé. Attention à ne pas noircir la situation. J'aime pas les discours qui noircissent la situation. L'espérance de vie, globalement, elle augmente. Et c'est une bonne nouvelle. On a pris 30 ans durant le XXe siècle, c'est quand même merveilleux. Hein, et ça augmente. L'espérance de vie en bonne santé, elle augmente moins vite. C'est tout à fait normal, hein, puisqu'en fait, on arrive à grappiller des années en fin de vie. Et donc, on estime que, par exemple, pour un ouvrier qui a 35 ans aujourd'hui, son espérance de vie en bonne santé, complète, enfin très bonne santé, si je puis dire, c'est 59 ans et demi. 59 ans et demi. Bon, alors attention. Ça ne veut pas dire qu'à 59 ans et demi, en moyenne, les ouvriers vont se retrouver complètement dépendants. On distingue 3 catégories d'incapacités. Là, c'est des incapacités légères, mais qui nécessitent malgré tout des aménagements du poste de travail. Pour les cadres, c'est 10 ans de plus. L'écart est de 8 ans entre les ouvrières et les femmes cadres. Mais donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en introduisant cet âge pivot à 64 ans, c'est vraiment le nœud de la réforme. Et ça va concerner tout le monde. Hein, on y reviendra. Ce n'est pas simplement ceux qui sont nés après 75. Hein, à partir de 2027, tout le monde sera concerné par cet âge pivot, hein, y compris ceux qui partiront à la retraite dans les prochaines années. Et donc, si vous mettez cet âge pivot, ça va vraiment, c'est vraiment le système le plus injuste. Les réformes libérales de ces dernières années, qui étaient déjà très contestables, elles avaient joué sur la durée de cotisation. Or, quand on est ouvrier, employé, et je vous rappelle que plus de 50% des gens qui travaillent dans ce pays sont ouvriers employés, les cadres, c'est que 15%, d'accord ? Après, il y a les professions intermédiaires entre les deux. Mais, comment dire, les ouvriers, les employés, souvent, ils commencent plus tôt, ils ont fait des moins longues études. Et donc, si vous voulez, c'est quand même juste de dire que quelqu'un qui a commencé plus tôt, il va pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein plus tôt. On va en reparler parce que justement, Édouard Philippe, il a évoqué cette question aussi, mais évoquons la question des régimes spéciaux. Il a martelé que les régimes spéciaux ne pouvaient pas être remis en question, que c'était une question quasi non négociable, mais on a eu l'impression que cette remise en cause des régimes spéciaux, qui est un peu le leitmotiv du gouvernement, c'était une sorte de théorie, en tout cas d'équation à géométrie variable. On regarde un extrait et on revient sur le plateau. L'ambition d'universalité portée par le gouvernement est une ambition de justice sociale. Le système sera donc le même pour tous les Français, sans exception, au lieu d'être organisé selon des logiques de statut. La confiance sera enfin plus forte s'il n'y a pas d'exception à l'universalité du régime. Universel, ça veut dire pour tout le monde. La mise en place d'un système universel implique la suppression des 42 régimes existants, dont les régimes spéciaux. Un système universel ne signifie pas la négation de toute spécificité. C'est d'ailleurs ce qui en fera
sa force et sa capacité à durer. Je veux d'abord confirmer à nos forces de sécurité intérieure que ceux qui sont exposés à des fonctions dangereuses dans le cadre de missions régaliennes, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les gardiens de prison, les militaires bien entendu, conserveront le bénéfice de dérogation d'âge. Alors, les policiers, les gendarmes et les militaires, bon, on ajoute des pompiers pour faire joli parce que les Français aiment les pompiers, mais ce dont ils parlent, c'est le maintien d'un régime spécial quelque part. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que, comment dire, le gouvernement... Alors d'abord sur les régimes spéciaux. Hein, les régimes spéciaux, comment dire, la question qui se pose, que moi je suis pour une maison commune des retraites, la question qui se pose toujours, c'est est-ce qu'on unifie par le haut ou par le bas? Et unifier par le haut, ça aurait été quoi? Ça aurait été de dire que, bien entendu, qu'il y a des travailleurs du privé qui travaillent la nuit, eh bien, qui devraient bénéficier de conditions aussi avantageuses que les conducteurs de train, les conducteurs de métro, etc. C'est ça la logique. Et donc, là, le gouvernement est très très flou. Hein, Édouard Philippe a été particulièrement flou sur la question des régimes spéciaux, mais on voit bien que la logique du système qui consiste à dire 1 euro cotisé rapportera la même chose pour tout le monde, en fait, c'est profondément injuste. Hein, c'est profondément injuste parce que quelqu'un qui a des trous dans sa carrière, quelqu'un qui a un métier pénible, vous avez bien compris qu'on va... Donc le gouvernement dit « Ah, mais on va rajouter... » Bon, on va en parler ensuite. Il y a le problème des femmes, des pensions de réversion et ça. Mais à chaque fois, le gouvernement est obligé de dire « Ah, tiens, pour répondre à cette question-là, on va introduire des éléments de bonification. » Mais donc, on voit bien que, comment dire, la boussole du gouvernement, la promesse de justice du gouvernement, en fait, ne peut pas être tenue dès lors qu'on veut faire œuvre de justice. Il faut sortir, justement, de cette logique d'1 euro cotisé rapporte la même chose pour tous. Alors, Agathe, il évoque un certain nombre d'exceptions et on risque de retourner dans une sorte de complexité alors qu'il disait que la réforme visait à abolir la complexité actuelle. C'est un peu paradoxal, ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'argument le plus fort du gouvernement et qui est rabâché à longueur de journée sur les plateaux, c'est de dire ce nouveau système sera lisible, universel, compréhensible de tous et toutes. La difficulté, c'est qu'en fait, chacun aura son propre système de retraite avec cet âge pivot. Puisque, selon les générations dans lesquelles on se trouve, l'âge pivot va évoluer. C'est ça qui est prévu. L'âge d'équilibre va évoluer d'année en année. Il était prévu initialement pour être à 64 ans en 2025, au début de la bascule dans le système à points. Mais pour ma génération, la génération 90, il sera à 66 ans et demi. Donc on voit bien que ça va créer un système de retraite par personne selon l'année à laquelle vous êtes né. Juste pour expliquer comment justement cet âge d'équilibre évolue, c'est très cynique, c'est en fonction de l'argent qui est effectivement mis dans la caisse, comme l'expliquait Christophe tout à l'heure, mais aussi l'argent qu'il faut débourser. Et comme on considère qu'à ma génération, on est censé vivre plus longtemps que la génération précédente, on va me donner moins d'argent chaque année. Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer cet âge d'équilibre, on parle bien de l'équilibre du système et pas de l'équilibre de ma vie, de ma santé, etc. On va le faire évoluer selon l'argent qu'on a à débourser et le nombre de personnes qui doivent bénéficier des prestations. Juste sur les régimes spéciaux, ce qui est intéressant là, c'est qu'ils parlent des forces de sécurité intérieure qui ont des fonctions dangereuses. On pourrait parler de tous les dangers qui sont vécus par effectivement tous les autres salariés et les autres travailleurs aujourd'hui. Ce serait intéressant d'avoir cette discussion aujourd'hui. Et enfin, dans la mobilisation, on le voit bien, les régimes spéciaux, c'est ce que j'en ai vu, en tout cas, à la fois dans les manifestations, mais aussi dans des assemblées générales de cheminots qui nous ont invité, le collectif Nos Retraites, à participer. Ils le disaient bien, on ne se bat pas pour des privilèges qu'on aurait, que d'ailleurs on peut questionner, mais on se bat en fait pour tout le monde et surtout pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Parce que là, ce que nous propose ce système, c'est vraiment de travailler toujours plus tard et de plus en plus tard, en particulier pour les jeunes générations. Politiquement, ça veut quand même dire quelque chose de rassurer les policiers, les militaires, les gendarmes, ceux qui finalement font tenir ce pouvoir aujourd'hui, un pouvoir qui est contesté, de les rassurer de cette manière et de ne pas rassurer de la même manière les éboueurs, les aides-soignantes. Ça veut dire quelque chose quand même sur leur conception de l'État et de la justice. Alors, il parle quand même des aides-soignantes à un moment dans son discours plus tard, mais effectivement, si le système par points, si cette nouvelle réforme est si bénéfique pour tout le monde, allons-y, faisons rentrer tout le monde dedans. Alors, la question de la progressivité de l'adoption de la nouvelle norme dont vous parliez, elle a encore fait parler d'elle. Selon Édouard Philippe, elle n'entrera en compte que pour ceux qui sont nés après le 1er janvier 1975. Écoutons-le. Après discussion avec les partenaires sociaux,
nous avons désormais une vision nette du rythme auquel nous proposons de changer le régime de retraite. Je considère pour ma part que nous ne pouvons pas mettre en place un âge d'équilibre à 64 ans d'un coup d'un seul en 2025. J'ai entendu les organisations syndicales qui ne voulaient pas de fétichisme sur la date de 2025 et j'ai accepté de prendre le temps nécessaire en décalant le calendrier initial jusqu'à 2027. Plus précisément, la génération 2004, qui a 15 ans aujourd'hui et qui aura 18 ans en 2022, sera la première à intégrer le système universel de retraite. Pour les personnes qui sont déjà dans la vie active, nous avons choisi de ne rien changer pour celles qui sont aujourd'hui à moins de 17 ans de leur retraite, c'est-à-dire, pour le régime général, les personnes nées avant 1975 qui auront plus de 50 ans en 2025. Cela veut dire que toutes les personnes qui se projettent déjà dans leur retraite, qui l'ont préparée, qui l'ont planifiée dans l'ancien système, ne seront pas concernées par le système universel. La transition sera très progressive. Toute la partie de carrière effectuée jusqu'à 2025 donnera lieu à une retraite calculée sur les anciennes règles. Seules les années travaillées à partir de 2025 seront régies par le système universel. La première génération concernée, la génération 1975, qui prendra sa retraite vers 2037, aura donc encore 70% de sa retraite calculée selon l'ancien système. Ceux qui entreront pour la première fois sur le marché du travail en 2022 intégreront donc directement le nouveau système. Alors, Christophe, on a l'impression que c'est cette question des générations, de la progressivité de la nouvelle réforme qui a été le casus belli avec la CFDT qui, jusqu'ici, semblait être le principal soutien syndical du gouvernement. Pourquoi la CFDT est sensible à cette question ? Comment dire, d'abord, le montage peut laisser entendre que le fameux âge pivot ou l'âge d'équilibre, peu importe, qui rentrera en vigueur en 2027, ne concernera que ceux qui sont nés après 75. Pas du tout. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Vous avez bien compris qu'en 2027, ceux qui sont nés après 75, ils ne sont pas encore concernés. Donc ça concerne absolument tout le monde. Et ça sera un âge glissant, comme Agathe l'a évoqué précédemment. Et donc, comment dire, là, ce qui est organisé, c'est une mesure paramétrique de court terme, qui est très brutale, hein, 2027, vous voyez ce que je veux dire, c'est bientôt, c'est demain, si je puis me permettre. Et donc, c'est une mesure extrêmement brutale, hein, avec un système de décote, hein, l'âge d'équilibre, que les gens comprennent bien, c'est un système de décote, hein, 5% par année manquante, et donc vous voyez bien compris, hein, 2 années manquantes, ça fait 10% de retraite en moins, ça baisse brutalement. Et donc, comment dire, et cette mesure, hein, elle est beaucoup plus brutale encore que celle qui consiste à augmenter la durée de cotisation, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Hein. Augmenter la durée de cotisation, moi, de mon point de vue, c'est tout à fait contestable. De toute façon, tant qu'on a des chômeurs, qu'on a un chômage de masse, de mon point de vue, reculer l'âge de la retraite est parfaitement contestable. Voilà. On serait au plein emploi, on aurait des besoins insatisfaits, on aurait besoin de main-d'œuvre, etc. Qu'on discute, vous voyez ce que je veux dire ? Très bien, pourquoi pas ? Oui, je suis cool. Hein, mais on n'est pas du tout dans cette situation, donc ça n'a rigoureusement aucun sens. L'enjeu, c'est de baisser les pensions. Hein, c'est ça l'enjeu, pour ouvrir la porte à la capitalisation, pour réduire le champ de cette retraite publique, de ce pan de l'État social, qui a une dimension non seulement antilibérale, mais anticapitaliste. Dans nos sociétés aujourd'hui, il y a des sphères entières d'activité qui échappent au capital. Et le capital ne le supporte pas. Hein, c'est ça les enjeux sur le fond. Et donc, je reviens sur cette question de l'âge d'équilibre. Hein, c'est une mesure particulièrement brutale qui joue qui joue vraiment dans le sens des inégalités. Hein, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment subir le plus violemment cette mesure, eh bien, c'est ceux qui ont commencé à travailler relativement tôt, hein, donc qui avaient leurs 42 ans, leurs 41 ans et demi aujourd'hui, leurs 42 ans et demi éventuellement de cotisation, qui auraient pu l'avoir et qui là vont être obligés d'attendre 64 ans pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Alors, on a vraiment l'impression que le gouvernement s'enferre dans une sorte de technicité, de discours techniciste, et il nous enferme et il nous perd, parce que depuis on parle de choses
très compliqué. On a l'impression d'avoir compris et puis finalement on se rend compte qu'on n'a pas compris. Est-ce que c'est pas un piège justement, cette question d'âge pivot, tous ces concepts qui nous sont jetés à la figure, ça fait diversion quelque part. Et c'est même difficile d'expliciter sans tomber dans la technique. Il n'y a pas un piège là quelque part ? Si, tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on s'est créé avec le collectif Nos Retraites, pour faire en sorte que les gens se sentent à l'aise avec ce sujet des retraites. D'abord en décryptant, en donnant des petites explications, mais surtout en rappelant que les retraites, c'est nos vies. Donc on est censé pouvoir comprendre ce qui va nous arriver. Et si le gouvernement utilise des termes qui sont incompréhensibles pour le commun des mortels, parce que c'est effectivement incompréhensible, âge pivot, valeur du point, etc., personne n'y comprend rien, c'est qu'il y a un problème démocratique qui se joue. Et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit et de se dire qu'on a raison si on a un petit doute sur le fait qu'on ne comprenne pas. Sur cet âge d'équilibre, je reviens sur ce qu'a dit Christophe. Effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une réforme pour les gens qui sont aux portes de la retraite. Ils se pensaient épargnés, ils ne seront pas épargnés. Ils vont soit devoir travailler plus longtemps pour s'assurer une retraite digne, soit perdre beaucoup d'argent. Et c'est quelque chose qui a été proposé par le Conseil d'orientation des retraites, dont je parlais tout à l'heure, sur la commande du gouvernement, qui lui a dit comment on fait des économies, dites-moi comment on va faire des économies. Et le corps a répondu, on vous propose cette nouvelle option, ce fameux âge d'équilibre, qui signifie que vous avez beau avoir votre trimestre, vous avez beau avoir atteint 62 ans, vous devez travailler encore. Sinon, vous subissez une décote, comme l'a évoqué Christophe. On a fait des calculs avec le collectif Nos Retraites. Je vous invite à aller voir sur notre page Facebook, sur Twitter. C'était des simulations qui étaient liées au rapport du corps, mais qui sont très très proches de ce qui va arriver pour ces générations-là. Et le deuxième élément, c'est donc qu'il y a cette réforme paramétrique, dont d'ailleurs la CFDT ne voulait pas. Et derrière, on aura la grosse réforme systémique, c'est-à-dire la bascule dans le système à points pour les générations après les années 75, et là, qui sont nées après les années 1975. Et là, c'est l'injustice totale. C'est le retour de la clause du grand-père dont on parlait à un moment il y a quelques semaines. C'est on réserve aux jeunes le pire du nouveau système. C'est vraiment injuste. Justement, en fait, on a l'impression que le présupposé de cette réforme, qui est fondamentalement idéologique, c'est d'entériner le fait que la précarité sera le lot de la nouvelle génération. On regarde un petit extrait qui en parle. Le monde d'aujourd'hui, en tout cas la France, se caractérise par un niveau de chômage encore important, et important depuis longtemps. Que les carrières sont parfois très heurtées, que le temps partiel s'est profondément développé. On peut, à juste titre, vouloir changer beaucoup de cela, revenir au plein emploi, limiter la précarité. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Et il est sage de voir le monde tel qu'il est lorsque l'on veut apporter des réponses. Nous devons donc construire la protection sociale du XXIe siècle en prenant mieux en compte les nouveaux visages de la précarité. Ce sont ceux de la caissière de supermarché à temps partiel, du livreur à vélo de la plateforme numérique, de l'agent de propreté qui a fini son travail quand tout le monde arrive le matin. C'est l'étudiant qui fait des petits boulots pour financer ses études et rentre de plus en plus tard sur le marché du travail. Je ne suis pas convaincu, mesdames et messieurs, que pour eux, nos trimestres, nos 25 meilleures années, nos régimes spéciaux soient effectivement vus comme la marque du meilleur système au monde. D'abord, nous avons conçu ce système pour les jeunes générations. Christophe, là, on est sorti de la technique, on entre vraiment dans la politique, dans l'idéologique, c'est une vision de la société, c'est une sorte de nivellement par le bas, c'est-à-dire, quelque part, le travailleur de la SNCF doit retrouver le livreur Deliveroo dans sa condition de précaire afin que la justice s'établisse. On a vraiment l'impression d'entendre ça. Mais comment dire, c'est ce qui est... là, il y a du mensonge. Il y a du mensonge, hein, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand des gens arrivent à la retraite, des gens qui ont eu des emplois précaires, qui ont eu des périodes de chômage, ben vous savez quoi ? Ils sont souvent étonnés d'avoir validé autant de trimestres. Parce que dans notre système actuel, quand vous êtes au chômage, indemnisé, au titre de l'ARE ou au titre de l'ASS, vous validez des trimestres de retraite. Ce n'est pas le cas malheureusement pour le RSA. Or, dans le système par points, qui est un système, donc je reviens sur ce que vous disiez précédemment, nous aujourd'hui, nous vivons dans un système à prestations définies. Il y a un peu de complexité, hein, déjà. Bon, la vie, c'est normal que ça soit en partie complexe. Bon, on pourrait simplifier les choses, mais
nous vivons dans un système à prestations définies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est au travail, qui est salarié, quel que soit, il a la possibilité, y compris les systèmes d'information se sont améliorés de ce point de vue-là, de savoir à peu près, il peut anticiper qu'en fonction de son déroulement de carrière, eh bien, il pourra toucher tel montant de pension à prestations définies. Donc, avec le système par points, on passe à un système de cotisation définie, mais qui est profondément injuste, puisque la caissière à temps partiel du supermarché qu'évoque Édouard Philippe, même si elle est à temps partiel, elle validera, elle achètera moins de points. Et donc elle aura une retraite beaucoup plus faible. Hein, c'est-à-dire les personnes qui seront au chômage. Alors on nous dit, oui, mais les périodes de chômage, on va bonifier, mais on ne sait pas comment. Hein, et le diable va se nicher dans les détails, bien entendu. Donc le système là qui est proposé par points, 1 euro cotisé rapporte la même chose pour tout le monde, c'est l'injustice la plus criante. Puisque justement, quand on est à temps partiel, quand on a des trous dans la carrière, quand on commence sa carrière, il y a des gens qui commencent leur carrière avec un bas salaire et puis ensuite ils peuvent espérer, bien entendu, pouvoir progresser. Dans le système actuel, on prend en compte, dans le privé, les 25 meilleures années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premières années où on se lançait dans la vie, où on avait des bas salaires, éventuellement du temps partiel, etc., elles ne sont pas prises en compte. Avec le système par points, vous prenez en compte l'ensemble de la carrière et donc, bien entendu, on dégrade par le bas. Alors, un dernier petit point. L'idée que maintenant on vit dans une société où on est tous précaires, ça, c'est une idée qui est répandue parfois dans les plateaux contestataires. Je ne sais pas si c'est le cas ici. C'est une idée totalement fausse. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, il y a 90% des gens qui travaillent en France qui sont salariés. L'emploi indépendant, c'est 10%. Ça a cessé de baisser avec les auto-entrepreneurs, etc. Mais enfin, ça n'augmente pas. Tout le monde n'est pas auto-entrepreneur. Et parmi les salariés, 87% des gens qui sont salariés sont en CDI. Hein, donc l'idée que demain, on sera tous précaires, tous intermittents du spectacle, etc., ça, c'est une idée qu'agitent les libéraux pour mieux inscrire dans les têtes que la précarité est une fatalité et qu'il faut l'accepter. Je pense qu'il ne faut pas du tout, alimenter ce genre de représentation. Alors Agathe, vous êtes vous-même jeune, vous êtes de ceux qui vont être mangés par l'ogre qui nous est présenté ainsi, par en tout cas cet ogre idéologique. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils réussiront à diviser, à séparer les conditions des jeunes qui sont voués à la précarité et celles des anciens dont on dit qu'ils sont protégés, même si ce n'est pas exactement le cas? Est-ce que cette guerre psychologique portera ses fruits? J'ai l'impression que c'est un outil qu'ils ont utilisé depuis le début de ce débat sur la réforme des retraites. Je rappelle juste comment les choses se sont déroulées, mais il y a eu toute une concertation pendant 2 ans. En juillet, Jean-Paul Delevoye sort son rapport. En septembre, on commence à s'agiter un peu sur la question des retraites. Et assez vite, il voit qu'il y a des oppositions très fortes de certains corps de métier, mais aussi des petits doutes dans la population, notamment parce qu'il y a un moment où les gens ont commencé à se rendre compte que leur niveau de retraite allait vraiment baisser. Donc les gens ont commencé à se dire non, ça va pas être possible pour moi. Et là, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à nous sortir un débat sur la fameuse clause du grand-père. Est-ce qu'il ne faudrait pas réserver ce fabuleux système à la jeunesse de notre pays, finalement, qui, elle, a envie de connaître un régime de retraite par points, avec une limitation à 14% du financement de nos retraites. Et ça, je trouve que on l'a dénoncé avec le collectif Nos Retraites, c'est un débat qui est violent pour les jeunes, qui implique de dire on va réserver à eux le pire de ce qui peut arriver dans notre société. Et je crois que dans la mobilisation actuelle, c'est un débat qui est rejeté par les gens. Comme je le disais tout à l'heure, les cheminots, les enseignants se battent aussi pour les jeunes d'aujourd'hui et disent on ne supporte pas que les gens aient moins que ce qu'on ait pu avoir dans le système actuel, qui est un bon système, comme le rappelait Christophe, qui est un système qui permet aux gens d'avoir de la visibilité sur le niveau de vie qu'ils auront à la retraite. Et c'est ça qu'il garantit, c'est ça un système à prestations définies. Je sais combien je vais toucher quand je serai à la retraite. Alors, comme on le disait, un des enjeux de ce dévoilement était le débat technique et la démultiplication des solutions spécifiques à des situations spécifiques. Édouard Philippe a fait des annonces pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes, dont vous parliez, pour les handicapés, pour les personnes handicapées, et sur la question de la pénibilité assez compliquée. Mais on va passer un extrait pour en discuter et pour voir là où il peut y avoir des pièges, parce que tel qu'il présente les choses, c'est parfait. On l'écoute. La responsabilité, c'est certes travailler un peu plus, mais c'est aussi entendre les organisations syndicales qui nous demandent de protéger les salariés qui ne peuvent pas travailler aussi longtemps que les autres. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est pourquoi les personnes qui ont commencé à travailler tôt, avant 20 ans, pourront continuer de partir 2 ans avant les autres.
nous maintiendrons évidemment ce principe de protection des carrières longues. Le futur système tiendra également compte de ceux qui, notamment pour des situations de handicap, ne peuvent plus travailler comme les autres. Nous allons étendre et améliorer la prise en compte de la pénibilité selon des critères qui seront les mêmes pour tous. Nous donnerons là aussi la possibilité aux personnes qui exercent des métiers usants de partir 2 années plus tôt que les autres. Le compte pénibilité sera ouvert à la fonction publique et en particulier à l'hôpital. Cela bénéficiera directement, par exemple, aux infirmiers et infirmières de la catégorie A qui travaillent de nuit et qui n'en tirent aucun droit aujourd'hui. Alors Christophe, Édouard Philippe semble vous répondre. Vous parlez de pénibilité, il a tout prévu. Oui, enfin, excepté que, enfin, il a rien annoncé de précis là. On est dans le flou le plus complet. On est dans les faits d'annonce, le plus complet. D'abord, il faut savoir que les dispositifs qui existent sur la pénibilité sont effroyablement aujourd'hui réducteurs. Donc là, il n'y a aucun élément précis. Or, le gouvernement aurait pu se donner les moyens de dire, voilà, les critères de pénibilité aujourd'hui qu'on a retenus sont extrêmement restrictifs, on décide de les élargir sur tel et tel domaine. Il n'y a absolument rien qui est prévu. 2 ans, mais selon quels critères? Par rapport à quoi? 2 ans, aujourd'hui, vous avez le droit de partir 2 ans avant 62 ans, si vous avez validé, vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Mais là, c'est 62 ans par rapport à l'âge d'équilibre. C'est 2 ans par rapport à l'âge d'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait 62 ans. Donc vous y perdez. Donc on voit bien là vraiment qu'on est dans des, dans des effets d'annonce qui sont quelque part particulièrement méprisants pour les personnes qui sont dans les situations les plus difficiles. Je pense qu'il faut prendre la hauteur dans cet esbrouf, dans cette poudre aux yeux, dans ce ton. Sans éléments précis, on est quelque part dans un registre que je trouve malheureusement assez méprisant, ce qui n'est pas ce qu'on attend d'un chef de l'État. En tout cas, c'est un système néolibéral qui se présente à nous, mais il se vante de recréer des solidarités, Agathe, avec le SMIC retraité à 1 000 euros. En fait, j'utilise le terme SMIC retraité pour essayer de simplifier ce qui est complexe et volontairement complexe. Et une taxe pour les gros salaires qui serait au-delà de 120 000 euros par an. En tout cas, écoutons. Et après, on reviendra sur le plateau pour en parler. Le deuxième grand principe de cette transformation, c'est l'équité et la justice sociale. Nous garantirons une pension minimale de 1 000 euros net par mois pour une carrière complète au SMIC. Ce sera une révolution sociale qui restera comme une conquête, notamment pour les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Plus de solidarité, c'est également faire contribuer les plus hauts revenus. Jusqu'aux 120 000 euros de revenus annuels, tout le monde cotisera au même taux pour s'ouvrir des droits dans la limite de ce montant. Et au-delà de ce montant, les plus riches paieront une cotisation de solidarité plus élevée qu'aujourd'hui, qui financera non pas des droits supplémentaires pour eux, mais des mesures de solidarité pour tout le monde. Alors, ce fameux SMIC retraité, on a l'impression qu'il revient, que les gouvernements successifs le sortent de leur chapeau, parce qu'en 2003 déjà, on en avait parlé, ça n'existe toujours pas, et finalement en 2019, on le ressort comme une grande avancée sociale. Oui, tout à fait. C'est effectivement ce qui est paru ces derniers jours sur les réseaux sociaux. C'est ce minimum de pension à 1 000 euros pourrait déjà être mis en place, et d'ailleurs devrait déjà être mis en place aujourd'hui. Et par ailleurs, il n'y a pas nécessité de basculer dans un système de retraite complètement différent pour le mettre en place dès aujourd'hui. Donc si le gouvernement a le courage de le faire, qu'il n'hésite pas. Ce minimum de pension à 1 000 euros, il est beaucoup mis en avant sur la situation des femmes notamment, puisqu'on sait que les femmes ont des carrières hachées, souvent elles s'arrêtent pour avoir des enfants, elles sont souvent à temps partiel, etc. Donc elles ont des montants de retraite inférieurs à ceux des hommes, en moyenne de 40%, donc c'est beaucoup, et c'est beaucoup plus que les inégalités de salaire qu'on connaît aujourd'hui, qui sont aux alentours de 25%. La différence, la difficulté, et on le voit dans ce que vient de dire Édouard Philippe, c'est que ces minimums de pension de 1 000 euros ne vaudra que pour une carrière complète, et que pour une personne qui atteint le fameux âge d'équilibre.
dont je rappelle qu'il va se déplacer d'année en année et reculer d'année en année. Donc vraiment, on se moque de nous, de A à Z, avec ces propositions-là, qui ne veulent rien dire pour les gens et qui ne garantiront pas de haut niveau de pension. Et alors, il évoque également un système de solidarité pour ceux qui ont des gros salaires et qui participeraient à payer les retraites des plus pauvres, des plus précaires. Oui, alors après, j'ai pas tellement d'éléments sur ce côté-là, mais c'est le sujet général qu'on a avec cette réforme, c'est la question du niveau des pensions. Et aujourd'hui, on le voit bien, les gens dont le niveau de pension ne sera pas garanti, comme c'est le cas aujourd'hui dans le système, et c'est notamment le cas des gens qui ont quand même des revenus importants, ces gens-là vont nécessairement quitter le système. Ils vont dire « le système ne me couvre pas assez ». Et vu que le niveau des pensions va baisser pour tout le monde, ça va aussi être le cas pour ces personnes qui ont des revenus importants. Et ils vont devoir se tourner vers des retraites par capitalisation qui leur font déjà des appels du pied avec des outils réglementaires et légaux qui ont déjà été adoptés par le gouvernement. C'est la loi Pacte qui a été votée l'année dernière et qui permet aujourd'hui d'avoir ces produits-là qui sont défiscalisés, qui sont avantageux pour les gens qui y adhèrent. Et justement, quand il parle du revenu de 120 000 euros par an, rien n'empêchera finalement aux employeurs de diminuer les niveaux de salaire pour ne pas tomber sous le couperet dont parle Édouard Philippe, mais d'augmenter le niveau des stock options, tous ces revenus qui, a priori, pourraient être défiscalisés. C'est-à-dire on peut toujours jouer pour éviter d'atteindre, disons, les 10 000 euros par mois, si on considère que les 120 000 euros, c'est sur 12 mois, et de participer à cette forme de solidarité. Là, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de 120 000 euros, il n'y aura plus de cotisation retraite. Les cotisations, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 28% en moyenne. Hein. On passera qu'à 2,5%, c'est ce qui était prévu dans le rapport du corps, au titre de contribution de solidarité. Donc on désocialise au-delà. Donc, et ce faisant, on abaisse le plafond au-delà duquel, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous avez un plafond, mais qui est beaucoup plus élevé. Et donc, on prévoit d'ores et déjà que pour la fraction des couches vraiment supérieures à 10 000 euros par mois, vous voyez ce que je veux dire, on doit être aux alentours de tête, là, on doit être aux alentours de 1% de la population. Hein. Mais enfin, malgré tout, hein, pour ces catégories-là, on organise le fait que ces personnes, eh bien, au-delà de 120 000 euros, ne paieront plus du tout de cotisation, sauf une petite de 5% au titre de la solidarité, et donc elles auront tout ce qui excédera les 10 000 euros par mois, elles pourront le consacrer à faire fructifier leur portefeuille financier via la capitalisation. Je reviens sur un point sur les retraites des femmes, hein, qui sont effectivement les retraites de base, sont 40% en dessous. Alors on a un système aujourd'hui de solidarité, hein, qui est lié aux les pensions de réversion, hein, qui permettent de réduire considérablement quand même cet écart. Et là, à nouveau, hein, c'est comme à nouveau, alors le gouvernement dit on va maintenir des dispositifs de façon très très floue. Hein, aujourd'hui, dans les annonces, là, à nouveau, il y avait un très 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 flou sur ces fameuses pensions de réversion. Mais on voit à nouveau que si on va aller dans le sens, si vous voulez, dans le sens de la justice, comment fonctionne notre système actuellement ? On a un système assurantiel. La référence historique, c'est l'assurance sociale. Donc, l'assurance sociale, ça veut dire qu'on cotise pour ouvrir des droits. Et c'est vrai que quelqu'un qui a payé 3 fois le SMIC, il aura une meilleure retraite que quelqu'un qui est qu'au SMIC. Ceci étant, dans ce système d'assurance sociale, on a introduit des éléments de solidarité extrêmement forts. Et c'est de l'ordre de 20%. Les pensions de réversion, le taux de remplacement pour un salarié aujourd'hui payé au SMIC, il est bien supérieur à ce qu'il est pour un cadre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a le minimum contributif qui a été introduit en 82, il y a le fait qu'on valide des trimestres quand on est au chômage indemnisé, etc. Donc il y a plein de dispositifs qui permettent de, si vous voulez, on a un système les inégalités de salaire, elles sont comme ça, on a un système de retraite en sifflet en quelque sorte, d'accord ? C'est-à-dire qui réduit les inégalités en termes de retraite, sont beaucoup plus faibles que les inégalités en termes de rémunération salariale. Bon, et donc, tout ça grâce à des mécanismes de solidarité. Or, le système de retraite par points, par définition, il casse tout ça. Alors le gouvernement dit, oui, mais finalement, on va quand même... Mais vous voyez ce que je veux dire ? On court après un lièvre qui est parti là, vous voyez ce que je veux dire, hein ? On a une boussole, on se donne un mauvais cap, hein, et ensuite on dit « Ah mais non, mais finalement, avec ce mauvais cap, on va essayer d'aller exactement à l'opposé. » Mais vous avez bien compris que, nécessairement, hein, le danger, enfin c'est pas un danger malheureusement, c'est que ce qu'on organise ce faisant, c'est une réduction considérable des mécanismes de solidarité qui permettaient, hein, aujourd'hui, c'est ça aussi qui est en jeu, notamment par exemple pour les instituteurs,
Les instituteurs, aujourd'hui, dans notre pays, sont payés, après 15 ans de carrière, 2 fois moins qu'en Allemagne. Quel était le contrat social? Le contrat social, c'est-à-dire, vous avez un salaire qui est relativement bas, y compris par rapport à d'autres pays, 40% de moins qu'aux États-Unis, y compris. Mais le contrat social, c'est qu'en fin de carrière, on vous augmente votre rémunération, et donc vous aurez une retraite à peu près décente. Vous n'allez pas rouler sur l'or, mais vous aurez une retraite décente. Là, on casse, avec ce système de retraite par points, la boussole, c'est qu'on casse ces dispositifs de solidarité. Donc, vous pensez que le système de solidarité dont parle Édouard Philippe, solidarité des gros salaires vers les salaires plus bas, c'est de la poudre aux yeux? Ah mais complètement. Hein. Là, ce qui est organisé, c'est le fait qu'on ouvre, hein, on commence à ouvrir pour ceux qui ont plus de 10 000 euros le champ de la capitalisation. Hein, c'est vraiment ça le message, mais qui était contenu déjà dans le rapport Delvoye. Hein. Celui-là, Édouard Philippe n'a pas bougé d'un iota. Hein. On revient au conflit d'intérêts de tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que, là, d'ores et déjà, ce qui était prévu dans le rapport Delvoye, c'était, pour une petite partie de la population, au-delà de 10 000 euros, on ne cotise plus. Et donc, bien entendu, si vous ne cotisez plus, ça veut dire que vous avez la possibilité de beaucoup plus ample possibilité donc, pour, en gros, le système, pour aller vers la capitalisation. Le système par capitalisation sera pour les hauts revenus, les hauts salaires, et le système par points, le vieux système appauvri sera pour les salaires normaux. Oui, mais même y compris ceux qui sont dans le système par points. Hein, je reviens sur un point, parce que la complexité est effroyable. Hein. Vous avez bien compris que... Je termine. Mais je termine sur ce point de la complexité. Ceux qui sont nés en 1975, d'accord, hein, ceux qui sont nés avant 1975 se verront pas appliquer le système par points, mais ils se verront appliquer l'âge d'équilibre. Très bien. Ceux qui sont nés entre 1975 et 2004, c'est un gros paquet, vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon. En fait, ils vont avoir un système mixte. C'est-à-dire que leurs droits acquis avant vont perdurer, puis dans le même temps, ils vont basculer sur un système de retraite par points. Ça va être d'une illisibilité, je vous assure. Là, on va voir dans les prochains mois, vous allez voir, la montagne de complexité. On va être dans un système totalement complexe, où il y avait des gens qui vont avoir, la majorité des salariés d'aujourd'hui vont avoir une retraite hybride. Une partie de leurs droits accumulés dans l'ancien système, et puis une autre partie alors avec un danger d'ailleurs, qui est que comment vont être financés, vous voyez ce que je veux dire, les personnes maintenant, hein, les personnes nées après 1975, à partir de dorénavant, ils vont cotiser au système par points. Très bien, mais les jeunes vont cotiser que dans le système par points. Comment on va financer l'ancien système? Comment on va le financer? En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Édouard Philippe, on s'interdit là, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un gros problème de ressources là qui va se poser. On organise la baisse des pensions aussi par ce biais-là. Édouard Philippe a expliqué que la gouvernance du futur système de retraite reviendra aux partenaires sociaux. On l'écoute. Nous nous engageons donc à ce que la valeur du point ne soit pas fixée à la sauvette au gré des difficultés budgétaires. Nous demanderons aux partenaires sociaux de fixer sa valeur et son évolution sous le contrôle du Parlement. C'est un engagement du gouvernement, un signe de transparence et de confiance envers les partenaires sociaux. Et ils ont démontré, à l'Agirc-Arrco, qu'ils savent gérer les retraites quand ils sont en situation de responsabilité et quand on leur en donne les leviers. La loi prévoira une règle d'or pour que la valeur des points acquis ne puisse pas baisser. La loi ira même au-delà, puisqu'elle prévoira une indexation progressive, non pas sur les prix, comme aujourd'hui, mais sur les salaires qui, dans notre pays, augmentent plus vite que l'inflation. Les responsables de la nouvelle gouvernance auront à définir le bon système de bonus-malus pour aller vers ces 64 ans. Dans l'hypothèse où les responsables de la nouvelle gouvernance ne présenteraient pas une trajectoire d'équilibre ou les moyens de la garantir, la loi cadre aura prévu ces mécanismes. Alors, Agathe, on a l'impression que Édouard Philippe va refiler la patate chaude de cette usine à gaz à d'autres, aux partenaires sociaux. On se demande quel sera l'équilibre en fait entre les différents partenaires sociaux. Est-ce que les syndicats pourront faire entendre leur voix par rapport au patronat? On se demande comment ça va se passer. Moi, je pense que ça va être très simple et il ne pourra pas y avoir de discussion
puisque le plafond de 14% du produit intérieur brut a été acté par le gouvernement, par Jean-Paul Delevoye déjà l'année dernière, et a été répété de façon incessante par le gouvernement. Donc dès lors qu'il y a ce plafond-là, je pense qu'on ne peut rien faire dans une gouvernance telle que celle qui nous est proposée par Édouard Philippe. Et il l'a bien dit, les partenaires sociaux vont devoir réfléchir au système de bonus-malus pour aller jusqu'à l'âge d'équilibre de 64 ans. Là, on parle de la génération de mes parents, des gens qui vont partir à la retraite là, dans les prochaines années. Les partenaires sociaux vont réfléchir à comment les faire travailler plus longtemps là, dans les prochaines années. Et le gouvernement s'en lavera les mains. Exactement. Et quand bien même, Édouard Philippe dit bien, à la fin, il y aura une loi cadre qui quand même cadrera les choses. Donc si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord, on arrive derrière pour venir chercher tout le monde. Non, c'est vraiment grave. Je voulais juste revenir sur... il dit la valeur du point ne pourra pas baisser, etc. Effectivement, facialement, on peut ne pas faire baisser une valeur du point. Ou on peut l'indexer sur les salaires si on veut. Mais ça ne changera rien au niveau des retraites. Et aujourd'hui, le niveau des pensions qui a été annoncé par Jean-Paul Delevoye dans son rapport montre que les gens vont perdre du niveau de pension de façon très drastique. Des gens de ma génération auront un taux de remplacement, Christophe en parlait tout à l'heure, c'est la différence entre mon dernier salaire et mon premier revenu. C'est très important, c'est grâce à ça qu'on peut se figurer, est-ce que je vais garder mon niveau de vie quand je vais basculer dans la retraite? Eh bien, le taux de remplacement des gens de ma génération sera de 56%, alors que le taux de remplacement de la génération de mes parents, 1961, sera de 73%. Donc on va y perdre énormément et tout le monde va voir ses pensions baisser. Alors finalement, Christophe, c'est une gestion sous contrainte qui sera transférée aux partenaires sociaux. Oui, tout à fait, bien sûr, oui, bien sûr. Et comment dire, on a ce qu'a fait le gouvernement sur le chômage est une illustration de cette méthode de domestication en fait des partenaires sociaux au service de mesures totalement néolibérales. Comment dire pour revenir, hein, c'est très très important la promesse de ne pas toucher, ça vient d'être évoqué par Agathe, c'est un point essentiel, hein, de ne pas toucher, de revaloriser la valeur du point. Mais ce qui est important, c'est le taux de conversion. C'est le taux de conversion, c'est-à-dire que le gouvernement dit on va revaloriser la valeur du point que vous achetez en fonction des salaires, très bien. Mais une fois que vous avez vos points, comment vous les convertissez en droit à pension? Et là, bien entendu, c'est là l'élément central. Et là, bien entendu, il n'y a absolument aucune garantie qui est donnée, parce que donner cette garantie, ça supposerait de donner une garantie en termes de prestations définies, en termes de montant de prestations définies. Or, le gouvernement, bien entendu, s'y refuse. Pourquoi il s'y refuse? Pas parce qu'il ne sait pas, c'est parce qu'il veut organiser la baisse. Vous avez bien compris que si le gouvernement dit aux actifs d'aujourd'hui, eh bien, en fait, ce qu'on est en train de vous organiser, c'est que demain, votre pension, votre taux de remplacement va considérablement baisser. Est-ce que je veux dire, ça risque de faire quelques mécontents en plus, d'accord? Donc, on utilise des arguties en disant, bah oui, en fait, on donne des garanties là où elles ne sont pas le plus important, d'accord? À donner, à offrir. Et donc, le plus important, c'est le taux de conversion, c'est-à-dire y compris dans un système par points. Quel est le montant, quel est le taux de conversion qui va vous permettre d'avoir tel ou tel montant de retraite? Bon, et là, on voit bien que la logique du système de retraite par points, sur le papier, un système de retraite par points, vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut être tout à fait progressif sur le papier. Mais en fait, le système de retraite par points, systématiquement dans l'histoire. En Suède, ça a été terrible. Le taux de pauvreté a été multiplié par 2 en quelques années. Le principe du système de retraite par points, c'est que vous instillez dans les têtes. On vient de mettre sur le site des économistes atterrés un texte de Sébastien Villemeau qui montre bien comment on va dans une logique de capitalisation avec le système de retraite par points, comment on met de la capitalisation dans les têtes avec des comptes individuels. Eh bien, le système de retraite par points, il permet au gouvernement, qui ont la main, de faire baisser le niveau des pensions. C'est comme ça l'enjeu de faire baisser de façon, y compris quasiment automatique. Alors on a vraiment l'impression que l'enjeu des jours à venir, c'est de faire sortir le débat de ce piège technicien pour poser la question politique, pour poser la question sociale, pour se réapproprier avec les mots du peuple ce débat, parce que finalement, beaucoup de gens qui nous entendent, ils doivent être complètement perdus, ils doivent se sentir même abattus, même un peu idiots, comme moi d'ailleurs, moi je me sens un peu idiot. Vous avez vu qu'une partie des questions que j'ai posées, en fait, elle traduisait une mécompréhension de ce que Édouard Philippe avait semblé dire. Eh ben, je pense que l'enjeu, c'est vraiment de retourner sur le terrain politique. On va écouter, en tout cas, les réactions de parlementaires qui ont été prises à vif par Serge Faubert aujourd'hui, dans l'après-midi, et qui nous
donne une certaine idée de ce que le monde politique pense de la réforme d'Édouard Philippe. Une arnaque avec le sourire et beaucoup de communication pour faire avaler aux Français un recul civilisationnel qui va consister à faire en sorte que quand ils commenceront à travailler, quand ils travailleront, ils ne sauront jamais à quel âge ils pourront partir à la retraite. Ça sera toujours plus loin et avec des pensions moindres. Laisser diviser, d'opposer les générations les unes avec les autres, de décaler dans le temps le poids de ses propres turpitudes, mais aucun recul sur le fond. La réforme reste aussi mauvaise au point de départ. Il prend les gens pour des imbéciles. Il croit que les gens vont se diviser sur la génération en disant que cette réforme ne s'appliquera qu'aux les gens nés après 1975. Moi, je crois que c'est pas ça qui anime les gens aujourd'hui. C'est pas seulement, j'allais dire, leurs intérêts particuliers, c'est aussi l'intérêt général du pays et des salariés, comme dans tous les mouvements de grève. Et je pense que c'est ça qui mésestime. Nous considérons qu'il faut défendre le système de retraite tel qu'il est aujourd'hui. Ce système de retraite n'est pas en faillite. Ce système de retraite a vocation à être pérennisé. Ce système de retraite peut même être sauvé si tant est qu'il y ait des modifications à faire. Moi, je suis favorable à ce qu'on regarde un certain nombre de cas, à ce qu'on se penche sur la pénibilité, à ce qu'on se penche sur les carrières hachées. Mais l'idée de sauvegarder notre système de retraite doit être le logiciel qui doit nous animer. Je pense que ce que nous a proposé Édouard Philippe non seulement n'est pas satisfaisant, est très inquiétant pour les Français. Et nous demandons qu'ils viennent le faire valider devant les Français par référendum. Ce qu'on nous confirme, c'est un système par points. C'est un âge dit d'équilibre de 64 ans et en plus pas de suppression de la décote. Donc très concrètement, le basculement vers un système qui va paupériser les retraités et qui va pénaliser les femmes est tout à fait à l'œuvre et confirmé par le gouvernement. Ce qu'il a dit n'est pas de nature à calmer le jeu, contrairement à ce que j'ai entendu sur certains plateaux immédiatement d'éditorialistes expliquant que ça y est, enfin c'est clair. Peut-être que c'est clair, au sens où la logique est réaffirmée. Ils veulent garder ces 14% du PIB et que donc il va falloir faire rentrer au chausse-pied dans une norme budgétaire qui est la nôtre, qui est une norme comptable, qui a un objectif politique d'austérité, de néolibéralisme que nous combattons. C'est la cohérence globale que nous combattons aujourd'hui face à ce gouvernement. Nous avons en réalité un gouvernement qui n'a pas modifié sa copie et qui n'a pas écouté. La preuve en est, c'est que même celles et ceux qui soutenaient l'idée d'une réforme à points ont fini par rejeter cette réforme qui est proposée. Aujourd'hui, c'est un gouvernement minoritaire, un gouvernement qui n'a plus le soutien que de l'unique MEDEF. Il n'a plus aucun syndicat qui soutienne la réforme qu'il veut promouvoir dans les prochains mois. Ce gouvernement joue la politique du pire, met de l'huile sur le feu, ne respecte même pas les engagements présidentiels d'Emmanuel Macron, en passant en fait le départ à la retraite à 64 ans. Aucune écoute sur les dangers du système à points et oser faire appel au Conseil national de la résistance. Quand on démolit le Conseil national de la résistance comme il le fait, les bras m'en tombent. Agathe, on a vraiment l'impression que la République en marche est quasiment isolée, que globalement c'est les partis du bloc bourgeois, en gros la République en marche et LR un peu, même s'ils ne sont pas très loquaces, qui soutiennent cette réforme. Oui, on voit qu'il y a quand même le front des opposants commence à être nourri et c'est tant mieux. Et tout le monde voit bien que l'ensemble des niveaux de pension vont baisser, donc les gens sont inquiets et ils ont raison sur cette question de la limitation à 14% du produit intérieur brut du niveau des pensions générales. J'ai bien aimé ce qui a été dit à un moment par un député. Il disait les gens ne vont pas céder à cette espèce d'appel du pied de dire la vraie réforme à point, on va la mettre en place pour la génération 75 et après seulement. Et je pense que ce député a raison de dire qu'en fait, ce qui anime les gens, c'est pas uniquement leurs intérêts personnels, puisque les retraites, c'est pas juste ma retraite à moi, ce que je vais toucher, c'est aussi la retraite de mes parents. Est-ce que ma mère pourra être indépendante, autonome financièrement de mon père? Est-ce que moi, je devrais les aider financièrement à vivre leur retraite? Est-ce que mes propres enfants devront financer mes retraites? C'est une question de société générale qui traverse les générations, et donc on peut pas la régler juste à coup de toi, ça ne te touchera pas, donc tu es sauvé. Alors on va regarder les réactions de quelques syndicalistes et en fait on reviendra sur le plateau pour évoquer des questions de fond, vraiment pour évoquer la possibilité d'un contre-projet. Regardons déjà les syndicalistes. Il fait référence à notre histoire, à notre modèle social.
en disant qu'ils veulent maintenir, je le répète, qu'on a le meilleur système de retraite au monde, et là je suis d'accord avec lui. Tout ça pour nous expliquer qu'il faut le casser. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais si leur projet était si bon, s'il allait améliorer d'urgence toutes les situations, pourquoi ne l'applique-t-il pas tout de suite pour tout le monde ? Moi, je le prends au mot. Donc, on voit bien qu'il essaye de diviser, qu'il essaye d'opposer les uns aux autres. Et puis, le système qu'il propose, c'est sacrifier la jeunesse. Sacrifier la jeunesse. Je n'imagine pas des salariés travaillant dans la même entreprise, l'un se disant à l'autre, moi, je suis à peu près tranquille pour partir à 62 ans. Toi, tant pis pour toi, tu travailleras jusqu'à 70 ans. Voilà, on oppose les générations, on oppose les salariés entre eux, on oppose les citoyens entre eux. C'est absolument scandaleux. Pour la CFDT, vous le savez, il avait une ligne rouge dans cette réforme. C'était le fait de ne pas mélanger la nécessité d'une réforme systémique pour rendre le système plus juste, plus lisible, et la réforme paramétrique qui demanderait aux travailleurs de travailler plus longtemps. Cette ligne rouge est franchie. Elle est clairement franchie. Et c'est pas parce qu'on nous montre un chemin dont on aurait soi-disant les manettes pour le choisir. Finalement, on sait qu'il y aura un âge d'équilibre à 64 ans fixé d'ores et déjà par cette réforme. Deuxièmement, concernant les mesures sociales de la réforme systémique, en tout cas de ce qui est présenté comme la réforme systémique, il y a encore beaucoup d'insuffisances, notamment sur la question de la pénibilité, avec la réintégration des 4 critères qui avaient été exclus en 2017. Et donc, il y a aussi des insuffisances sur le volet social de cette réforme, concernant notamment le minimum contributif avec un relèvement insuffisant. Je réunis cet après-midi le Bureau national de la CFDT, qui décidera des actions de la CFDT dans les jours à venir, dans les jours et les semaines à venir. Mais je crois que cette réforme a été lestée par un angle budgétaire accru. Et donc, on va essayer de la délester dans les semaines à venir. Alors, Christophe, est-ce qu'on va vers un combat long ? Est-ce qu'on va vers un bras de fer qui va durer au-delà de la fin de cette année ? On a vraiment l'impression que si même la CFDT n'est pas satisfaite, ça veut dire qu'en gros, le bloc des mécontents ne se laissera pas faire. Comme économiste, moi je suis complètement incompétent pour répondre à cette question, mais un point quand même important pour peut-être alimenter quand même la contestation et la mobilisation nécessaire. Quel gâchis. Quel gâchis. C'est-à-dire le fait qu'Édouard Philippe se sente obligé de commencer son discours par l'évocation du Conseil national de la résistance, le programme, les jours heureux, qu'il termine son discours sur le modèle français de protection sociale. C'est symptomatique malgré tout. Même si c'est effectivement pour essayer de le casser. C'est symptomatique du fait qu'il est obligé de tenir compte de l'attachement profond du peuple français à ce système. Et moi, je pense que ce qui est important pour nourrir la mobilisation, c'est bien entendu de prendre la mesure des régressions, mais c'est aussi, peut-être plus encore, de prendre la mesure du fait que les jours heureux, si l'on peut dire, pour reprendre le titre, ils sont vraiment à portée de main. C'est pour ça que je dis quel gâchis. Il y avait là une possibilité, sur la retraite, de dire oui, il y a aujourd'hui des situations qu'il faut améliorer. Il faut améliorer. La promesse de 2003 sur 85%, pas de retraite en dessous de 85%, ça ferait 1023 €. On serait déjà au-dessus de la promesse d'Édouard Philippe qui s'appliquera avec plein de conditions. Bon, mais donc vraiment, comment dire, il suffit. La solution, elle est toute bête. Demain, on aura plus de retraités, légèrement plus qu'aujourd'hui. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on suppose que demain, il y aura un peu de croissance, alors, pour alimenter d'autres débats, c'est vrai que s'il n'y a plus du tout de croissance économique, a fortiori s'il y a de la décroissance, là, il ne faut pas mentir. Ce n'est pas en prenant simplement un revenu du capital qu'on pourra viabiliser les retraites et les salaires. Là, on organisera des baisses de pension, nécessairement. Donc, moi, je suis favorable au fait qu'il y ait un minimum de croissance, et à partir du moment où on a un minimum de croissance, eh bien, en fait, ce que nous montre, c'est l'intérêt, là, de ce point de vue-là, des travaux du Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'il nous montre qu'il n'y a aucun souci pour faire demain ce qu'on a fait hier, dans la bonne humeur. C'est quoi ? Vous avez un PIB qui augmente, par exemple, de 1% par an, ou le corps va jusqu'à 1,8% par an. Ça veut dire quoi ? Si on ne baisse pas plus encore la part des salaires dans la valeur ajoutée, qui est déjà suffisamment basse, mais sans même augmenter la part des salaires, vous voyez, super cool. Je pense qu'il faut prendre un peu au profit, mais passons. Sans même augmenter la part des salaires,
sans même toucher au profit, on peut y toucher pour plein d'autres raisons, pour plein d'autres bonnes raisons, eh bien en fait, qu'est-ce qu'il suffit de dire? Il suffit de dire que demain, le niveau de vie des actifs, au lieu d'augmenter de 1% par an ou de 1,8% par an, il augmentera un tout petit peu moins. Il augmentera de 0,8 ou de 1,6 par an. Mais pourquoi? Parce qu'on va prendre une part croissante pour les retraites. Moi, je suis sûr que si vous dites... Aujourd'hui, un gouvernement responsable, il pourrait tenir ce discours de vérité aux Français, de progrès social. Il pourrait dire, Françaises, Français, ce qu'on vous propose. Ce qu'on vous fait comme promesse, y compris qu'on essaie d'organiser, c'est quoi? C'est que demain, le pouvoir d'achat des actifs, il va augmenter, il va continuer à augmenter, donc vous pourrez satisfaire, et il faut réduire les inégalités, etc. Mais il va augmenter un peu moins vite que la richesse globale, parce qu'il y aura plus de retraités. En plus, ça, il y a tous les problèmes de financement de la dépendance. On ne parle pas de l'essentiel ici. Il y a le problème de la dépendance qu'il faut vraiment organiser, les EHPAD, etc. Bon, eh bien, voilà, on va se consacrer un peu plus de ressources, comme on a fait hier, et ça s'est très bien passé. La France, on est un pays envié partout dans le monde pour notre système de retraite. On est le pays au monde où le taux de pauvreté chez les retraités est le plus faible. Vous vous rendez compte qu'en Suède, passé 70 ans, si je ne m'abuse, vous avez 30% des gens qui continuent à avoir des petits boulots. Même chose au Japon. C'est-à-dire que la norme dans plein de pays au monde, c'est passé 65 ans, 70 ans. Vous avez 10, 20, 30, 40% de la population qui est obligée de faire des petits boulots très mal payés pour compléter leur retraite de misère. Sincèrement, au début du XXIe siècle, je pense qu'on peut offrir autre chose à notre jeunesse. Agathe, comment construire un contre-projet? Un contre-projet qui parle au peuple. En fait, j'ai regardé les réactions parce que je voulais trouver des questions, mais il y avait beaucoup de commentaires, beaucoup d'observations et de témoignages, en fait, des gens qui disaient que leur maman, leur papa ou eux-mêmes vivaient de plus en plus mal, qui montraient que déjà ça avait baissé. Comment construire un contre-projet, une alternative à ce discours technicien brumeux? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors nous, c'est un poids lourd que vous placez sur nos épaules avec le collectif Nos Retraites, mais nous allons le faire tous ensemble. Mais déjà, je pense qu'il faut libérer la parole sur cette question des retraites, faire ces exercices de décryptage qui sont faits, qui sont très bien. Je pense qu'il faut dédramatiser cette question et les économistes atterrés le font très bien, d'autres organisations, d'autres associations le font aussi. Ils réexpliquent le contexte dans lequel on se situe, le contexte économique, social. Ça, c'est important de le faire. Il faut aussi revenir sur les réformes qui ont été passées. Et les réformes passées, elles ont été mauvaises pour le niveau des retraites. Et peu importe qu'on bascule dans un nouveau système ou pas, le niveau des pensions va baisser et c'est grave. Et cela a été organisé par les précédents gouvernements. Donc il faut arriver... À partir des années 87, on a commencé à diminuer le niveau des pensions en général et du coup dans la poche des gens. Pour autant, malgré ces réformes-là, on a réussi à maintenir une parité du niveau de vie entre les actifs et les retraités. Et je pense que c'est ça l'objectif qu'il faut se donner, c'est se dire les retraités, ils vivent, c'est comme le disait Christophe, ils vivent dans une société avec les actifs, on partage tous la même société, donc on doit pouvoir avoir droit aux mêmes choses. On doit avoir le droit, quand on est retraité, de ne pas quitter le logement qu'on avait quand on était actif, par exemple. Ça n'a pas de sens. On doit pouvoir avoir le droit de maintenir son niveau de vie à la retraite, et c'est ces grands enjeux-là qu'il faut arriver à poser. Moi, je pense aussi qu'il faut évidemment parler du travail, de la pénibilité. C'est quand même incroyable que quand le président de la République, Emmanuel Macron, ouvre le premier grand débat sur les retraites à Rodez en mois d'octobre, quand on lui pose une question sur la pénibilité, il dit « Moi, je n'aime pas parler du mot pénibilité, je n'aime pas ce mot-là parce qu'il laisserait entendre que le travail est pénible. » le sien, il n'est peut-être pas pénible. Mais c'est grave de dire ça, je pense, aujourd'hui. C'est grave de dire ça et c'est effectivement du mépris, comme l'indiquait Christophe tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à remettre sur le devant de la scène tout ça. C'est bien que les gens racontent leurs histoires. Il faut maintenant s'organiser. La mobilisation est en cours, donc c'est l'occasion ou jamais de s'en saisir pour avoir ce débat. En tout cas, nous lançons un appel à tous ceux qui veulent témoigner, s'ils ont envie de parler de ce qui leur arrive déjà, de ce dont ils ont peur, ils peuvent nous contacter. On va essayer de leur donner la parole pour remettre la sensibilité au cœur de ce débat, parce que finalement, Édouard Philippe parlait du Conseil national de la résistance, mais à l'époque, on a d'abord établi des principes qu'on a par la suite déclinés en politique et en technique, si on peut dire. Alors qu'aujourd'hui, on part de contraintes qui sont en réalité des contraintes du capital pour faire une politique qui ne se justifie par rien d'autre que la nécessité de protéger le capital quelque part. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire on a l'impression que
il y a quelques obstacles qui peuvent se poser sur le chemin des mandants de ce pouvoir et il faut les enlever. Oui, c'est que pour reprendre un ballon sur ce que vous venez de dire et puis ce qu'a dit Agathe, hein, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement dont le principal reproche qu'on peut lui faire, c'est d'insécuriser. Insécuriser sans cesse, c'est vraiment, enfin, il passe son temps à ça, insécuriser. Hein, donc, on insécurise les services publics. Et je pense que le gros problème auquel nous sommes confrontés, c'est quoi? C'est-à-dire que l'idée que le capitalisme néolibéral, financiarisé, qui creuse les inégalités, c'est pas bien, c'est très massivement répandu aujourd'hui dans la population. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'alternative. Puis la chute du mur de Berlin, la chute du communisme. Enfin, peut-être qu'on ne regarde pas les alternatives. Oui, enfin, pour la plupart des gens, il n'y a pas d'alternative. Et ce que moi je soutiens, c'est qu'en fait, l'alternative, elle est déjà là. Dans nos sociétés actuelles, il y a des pans entiers d'activités dont nous ne saisissons pas la profondeur, le caractère révolutionnaire. Les services publics, la protection sociale, pas simplement les retraites, mais aussi la santé. Tout ça, alors encore faut-il bien entendu que ça soit bien géré, ça ne va pas de soi, mais tout ça, comment dire, nous vivons dans des économies mixtes. Moi, je ne suis pas pour supprimer, je suis tranquille, hein, je ne suis pas pour supprimer l'initiative privée quand on a essayé de faire ça, et puis personne aujourd'hui d'ailleurs le propose. Donc je suis pour que, bien sûr que l'initiative privée, ça a du bon. Le général de Gaulle disait, ça oblige les gens à se dégourdir, et ça a du bon de ce point de vue-là, mais ce qu'il rajoutait à juste titre, pour filer la trajectoire du Conseil national de la résistance, il rajoutait le marché, le capital ne peut pas tout. Il y a besoin d'intervention publique parce que l'intérêt général, on n'est pas qu'une somme d'individus. Il y a un intérêt général. Et l'État social, la protection sociale, les services publics, le droit du travail, tout ça, ça permet justement de mettre la société et les individus dans cette société sur une trajectoire de progrès. Et je pense qu'en prenant l'angle des retraites, c'est un angle remarquable pour démontrer, regardez ce qui se passe ailleurs. Allez voir ce qui se passe, quelle est la situation des retraités aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède. C'est une situation qu'on ne peut pas envier par rapport à la situation française. Donc on a une situation, on a le meilleur système de retraite, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les cerveaux. Et attention, un point important pour les jeunes, ce système de retraite, y compris avec les réformes libérales, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, il faut faire attention, tenir la ligne de crête entre dénoncer les réformes libérales et attention aussi à pas trop nous assombrir la situation en laissant entendre qu'en fait, il n'y a plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, dans le discours contestataire, il y a un peu de ça sur le thème « Ah, avec ce qu'ils ont fait, hein, il n'y a plus rien. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est terminé, les carottes sont cuites. Si vous mettez ça dans la tête, y compris des jeunes, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'incite pas à se mobiliser. Non, il y a encore de beaux restes sur l'État social et je pense qu'il faut prendre appui dessus, d'accord, pour essayer de reconstruire un projet alternatif par rapport à la domination du libéral, derrière lequel se cachent, vous avez tout à fait raison, les intérêts du capital, d'une fraction du capital bien étroite, hein, le haut capital financier, etc., bien sûr. Agathe, on a l'impression que le peuple est complètement mis de côté. On parle d'une question politique et sociale très importante, mais nulle part il n'a le droit de s'exprimer, d'amender le projet, de discuter le projet. On le jette sur le bas-côté des discussions techniques. Comment le peuple peut se réapproprier ce débat? Eh bien, effectivement, en fait, on a eu un gouvernement qui a organisé une discussion. Et il l'a dit, et je pense qu'ils s'en vantent beaucoup, et pourquoi pas, ils ont organisé des ateliers, effectivement, dans les territoires, avec les députés, pour discuter de la réforme, etc. Mais moi, je trouve que rien ne vaut ce qui est en train de se passer en ce moment. En ce moment, des secteurs entiers de la société se sont arrêtés de travailler. Il y a des gens qui discutent tous les jours de retraite, enfin, c'est pas tout le temps que ça arrive, ça. Des gens qui vont manifester ensemble, qui discutent de retraite, qui discutent de la société dans laquelle on a envie de vivre. Et moi, je trouve que c'est le moment ou jamais de soutenir cette mobilisation-là, d'y participer. Avec le collectif, on a lancé une pétition aujourd'hui même pour soutenir la grève et soutenir les mobilisations. Donc, je vous invite à la signer. C'est le moment ou jamais. C'est maintenant que le débat a lieu dans la société, dans la rue, dans les entreprises, dans les administrations. Moi, je trouve ça génial. En tout cas, il est important que nous reprenions le pouvoir. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours depuis le début de ce mouvement, d'au moins reprendre le pouvoir sur le récit. C'est pour ça que cette quotidienne existe et c'est pour ça que vous devez nous aider dans la mesure de vos moyens à la faire exister dans les jours, les semaines qui viennent. On ne sait pas jusqu'où ira ce mouvement, mais en tout cas, nous voulons maintenir la flamme ouverte tous les soirs ici. Aujourd'hui, c'est terminé, on rend l'antenne, mais on se retrouvera demain. Bye.